Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Alexandre Grondeau et la Génération H, épisode 1. Dans cet épisode, on va discuter avec Alexandre Grondeau, professeur de géographie à l'université d'Aix-Marseille, fondateur du site reggae.fr, mais aussi auteur d'une série de 4 livres appelée Génération H. Et c'est sous cette dernière casquette qu'on l'a invité, parce que cette quadrilogie raconte l'histoire d'adolescents dans les années 90 qui partent à l'aventure avec un mode de vie où la consommation de drogue tient une large place. C'est l'époque où une nouvelle contre-culture prend son envol, autour des free parties, des festivals, de la drogue, des rencontres, des nouveaux styles musicaux qui se diffusent à ce moment-là, et d'un refus global de ce que propose la civilisation occidentale mainstream. C'étaient les enfants des hippies des années 60, mais l'histoire a pris une autre tournure que celle de leurs parents. Tout s'est passé et se passe encore dans l'underground. Pas de personnalité publique qui parle au nom de cette jeunesse, pas de revendications politiques claires, pas de slogan, pas de glamour, un mouvement éclaté en petites cellules qui n'avait rien d'homogène ni de structuré et qui n'a pas été récupéré ni mythifié par l'industrie culturelle. Alors bien sûr, l'underground n'est pas né et n'est pas mort dans les années 90. L'underground est simplement un terme générique et flou pour décrire les myriades de modes de vie alternatifs qui peuplent les interstices de la société conventionnelle. Mais une dynamique particulière, assez radicale, a pris forme à cette époque, loin des projecteurs médiatiques. Et c'est pour raconter cela de l'intérieur qu'Alexandre Grondeau a écrit Génération H. Alors je précise que je diffuse notre conversation dans un nouveau format. Cette fois, j'ai laissé mes questions. Et je pense que je le ferai désormais à chaque fois pour les interviews d'experts. Je trouve que ça marche mieux. Alors je vais garder bien sûr le format sans questions pour les témoignages de consommateurs, mais là je trouve qu'avec les questions ça s'écoute mieux. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis preneur de vos retours. Et puis vous allez l'entendre, malheureusement il y a eu un petit problème de saturation dans l'enregistrement. J'ai fait ce que j'ai pu au mixage pour retirer les fréquences désagréables. Ça s'entend encore un peu, mais bon, je pense quand même que ça reste tout à fait écoutable. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. La première question, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème pour ton roman? Donc ce thème d'une bande de jeunes qui, on va dire, fument régulièrement, consomment des drogues de temps en temps, et puis vivent une sorte de road trip à travers la France des années 90. Écoute, j'ai choisi le thème de Génération H parce que j'avais sorti un premier roman qui s'appelait Pangée et qui parlait de quelqu'un qui détestait la religion et qui vraiment voilà, critiquait Dieu et tout et qui se retrouvait après un accident à mourir et se rendre compte que Dieu existait. Et en fait, le roman, voilà, il était dégoûté, le héros, il se retrouve au paradis. Bon, bah, Dieu lui pardonnait, et puis quand il rentrait au paradis, tout se détraquait. J'avais fait un énorme travail sur les textes de documentation, sur les textes saints, la Bible, le Coran, le premier testament, les textes religieux hindous, bref. Quelques très bonnes critiques sur le style et aucun lecteur. Enfin, aucun lecteur, quelques centaines de lecteurs, tu vois. Et donc, je me suis pris en fait un peu une claque en me rendant compte que l'industrie littéraire était quand même quelque chose de très compliqué et que bah, peut-être le meilleur moyen on va dire, d'avoir des gens qui lisent mes livres, c'était de parler d'un sujet que je connaissais très bien. Et puisque voilà, j'avais appartenu à ces milieux underground dont je parle dans les milieux dans les années 90, le mouvement Free Party, le mouvement Squat, le mouvement des sound system. Et donc, en fait, je me suis dit que j'allais écrire à la base une trilogie, puis une quadrilogie, où j'allais revenir sur ces années un peu folles. Et puis la deuxième raison, c'était que il s'avérait que la littérature des underground parlait beaucoup des États-Unis, de l'Angleterre et de l'Allemagne, alors qu'on n'avait pas à rougir des underground français. Et moi, j'envisageais ces underground, tu vois, quand on avait 20 ans, comme des sortes d'avant-garde, hein. Des avant-gardes artistiques, existentielles, philosophiques. Et la troisième raison, c'est que
Bah, comme toute bande qui a vécu ces années-là, il y a des moments qui sont plus ou moins difficiles parce que certains ont des problèmes avec la justice ou avec la santé. Génération H, c'est des gens quand même qui brûlent la vie par tous les bouts, donc c'est pas non plus un style de vie qui est tranquille, pépère. Et donc j'avais aussi de rendre hommage à ces belles années. Et a posteriori, 10 ans après, puisqu'on fête les 10 ans, je me demande si c'était pas aussi un moment et un moyen pour être sûr de jamais oublier d'où je venais. Tu sais, le genre de petit cadeau qu'on se fait à soi-même comme ça. Donc voilà les 4 raisons. Et du coup, quelle est la part de roman et quelle est la part d'autobiographie? Euh, alors la part d'autobiographie, elle est très importante puisque 100% de ce dont je parle s'est passé. Ce que j'ai enlevé, et donc tout le monde m'appelle Sacha depuis que j'ai 15 ans. Donc voilà. Et en revanche, j'ai changé des noms parce qu'il y a des personnes dont je parle qui ont pas des postes haut placés, mais on va dire qui ont des vies de famille rangées et j'ai pas voulu les mettre mal à l'aise par rapport à un certain nombre de conneries dont je parle. Donc il y a des noms qui ont changé, il y a des lieux qui ont changé, il y a des dates qui ont changé. Et sinon, à part ça, il y a rien qui est romancé. Et je pense que d'ailleurs, ça a participé beaucoup au succès du livre, en fait. Et alors, donc dans tes livres, la place de la drogue est importante. Donc, Substance, c'est un podcast qui parle de drogue. Quelle place, à ton avis, l'usage principalement de cannabis, en tout cas, c'est là où j'en suis arrivé, on parle surtout de cannabis, même si on parle également de champignons hallucinogènes, mais quelle place la drogue, et donc notamment le cannabis, a pris dans ces mouvements, différents mouvements dont tu parles, en fait? En quoi la consommation de stupéfiants a impacté à la fois la prise de position politique, philosophique, existentielle, selon tu parlais il y a quelques instants. Génération H, si tu veux, quand on était dedans, et puis après, quand je l'ai écrit, pour raconter la manière dont on vivait sur la route ou ailleurs, j'ai quand même l'impression, maintenant que j'ai un peu grandi, que j'ai un peu vieilli même, après avoir grandi, on vieillit, j'ai quand même l'impression que, si tu veux, l'usage de psychotropes, c'était un peu notre hobby, quoi. Tu vois, c'était notre passion. Il y en a, ils ont la passion des voitures, il y en a, ils ont la passion de la mécanique, d'autres, c'est la pêche. Et d'autres, voilà, je sais pas quelle autre passion on peut avoir. Le foot, nous, notre passion, c'était ça. C'était vivre libre intensément, faire beaucoup d'expériences. Évidemment avec le cannabis parce que c'était par là où la bande s'était formée, la bande de Génération H. Mais en fait, très rapidement, beaucoup d'expériences aussi autres hein, dans les mouvements hardcore qu'on fréquentait. Donc pour le coup, Sacha et sa bande, voilà, je pense que les psychotropes, c'était une passion. Et une passion d'ailleurs qui avait une dimension culturelle, hein, qui n'était pas uniquement hédoniste. Ça, c'est un truc qui est peut-être important. Il y avait tout un univers artistique, sensible, musical, littéraire, qui, euh, qui en fait occupait cet espace-là. Et effectivement, le fait de se retrouver tous les week-ends en free ou en sound system et d'appartenir, puisque voilà, la génération H, on va dire au début, elle appartient quand même à une petite voyoucratie. Et au fil des 4 tomes, justement, je montre comment il y a une élévation dans la voyoucratie. Et est-ce que la voyoucratie est compatible avec une avant-garde intellectuelle? Est-ce que on peut être pirate musical et autres? Bref, si tu veux, c'est des questions qu'on n'avait pas vraiment à l'époque. On se les posait pas puisqu'on vivait et puis il fallait trouver fallait vivre quoi. Donc, mais a posteriori, je me dis qu'on est, voilà, la génération H et la bande de Sacha, c'est quand même une grosse bande de déglingos qui a comme objet commun passionnel les expériences psychotropiques. Alors moi, ce qui me marque dans ton livre, c'est que on va dire le discours qui accompagne la consommation de drogue, donc me rappelle en effet
Tout à fait, et complètement le discours auquel que j'ai constaté moi-même dans les années 90, mais je trouve que ce discours a évolué avec l'arrivée d'Internet et avec l'arrivée de ce qu'on a appelé la réduction des risques, c'est-à-dire en gros la prise en compte par les usagers eux-mêmes des risques que présente la consommation. C'est-à-dire qu'en gros, avant l'arrivée d'Internet, on entendait peu de gens on va dire, qui voulait atténuer la consommation. Enfin, en gros, pour dire clairement, tes personnages fument en permanence, sans aucun questionnement. Enfin, il y a rien qui les arrête dans leur consommation, alors qu'elle est quand même assez massive. Euh, comment tu vois ça? Est-ce que tu penses que la consommation a changé aujourd'hui ou c'est simplement le discours qui accompagne la consommation qui a changé? Ah non, moi pas du tout, hein. Je pense que la consommation, elle a pas du tout changé. Et je pense que les gens de génération H dont je parle dans les années 90, je connais les mêmes qui ont 20 ans et 15 ans, hein. Juste, c'est le regard des gens, en fait. Aujourd'hui, il y a une sorte je sais pas, d'un embourgeoisement intellectuel lié aux drogues. Tu vois, c'est un peu une gentrification de la pensée liée aux psychotropes qui voudrait que, en fait, l'expérimentation de substances doit se faire accompagner d'un environnement sanitaire, etc. Mais franchement, je sais pas, on n'est pas, voilà, notre passion c'était pas la voiture et on n'a pas pris des assurances pour assurer nos voitures, quoi. Donc si tu veux, quand je dis génération H, c'est aussi génération hardcore, c'est qu'en fait, c'est pas genre une bande qui fume des joints comme des hippies et qui en fait sont là et qui se marrent. Nous, c'était un style de vie, une culture, un mode de vie. Donc, quand je te dis c'était une passion très prenante. Ouais, tu l'as souligné, c'est effectivement il y a une consommation de psychodrogues qui est quotidienne et constante. Mais en fait, voilà, dans les années 60, il y avait ça aussi, dans les années 70, dans les années 80. Moi, ce qui m'a très surpris, c'est que après, tu sais, quand on grandit, on vieillit. Bon, euh, en fait, la bande, on est toujours resté ensemble et je vois ce qu'ils sont devenus. Et pour le coup, je vois aussi les générations qui sont venues et des lecteurs qui avaient 15-20 ans et qui m'ont gentiment invité dans des spots alternatifs, on va dire. Et franchement, j'ai constaté que les habitudes et coutumes, c'est toujours les mêmes. Pour moi, si tu veux, donc la réduction des risques, c'est bien, dans le sens où c'est bien que si quelqu'un a besoin de réfléchir et d'analyser sa consommation et de la réduire. Et voilà, parce que effectivement, dans beaucoup de cas, la prise de drogue, c'est mauvais pour la santé, euh, dont acte. Néanmoins, je sais pas, on était dans Génération H, il y a Sacha et sa bande, ce sont pas des irresponsables. Donc en fait, ils ont conscience des abus qu'ils font et des limites qu'il y a. Et il y a toujours eu une réflexion sur les types de produits, même dans l'abus, tu vois, les types de produits. D'ailleurs, plus tu prends de produits et plus justement tu fais attention normalement à la qualité des produits. Et si tu as bien lu le bouquin, tu vois que la bande, elle s'inscrit dans une démarche aussi assez culturelle et même mystique par rapport à la consommation de cannabis, notamment de cannabis indien, qui vient en fait donc qu'on appelle le charas, qui vient des montagnes de la Parvati, des vallées de Manali. Et donc autour de ça, il y a tout aussi une manière de consommer qui est particulière. Et pourquoi je parle d'avant-garde et d'expérience existentielle, c'est parce que je vois pas pourquoi il y a, dans la pensée intello vis-à-vis des drogues, on idéalise les années 60, les années 70. Et que en fait dans les années 90 parce qu'on était dans les années 90 on peut pas comprendre en fait il se passait les mêmes choses et peut-être même plus hardcore juste parce qu'on est français on n'a pas le droit d'avoir on n'a pas le droit d'avoir ce même type d'analyse et de regard. Donc je pense que c'est une très bonne question que tu poses. Et ma réponse c'est la génération H aujourd'hui elle est toujours là quoi. C'est juste que nous on a vieilli, il y a d'autres gens qui nous ont remplacés quoi. Et alors justement, comment tu expliques cette, en fait, que les, on va dire, les médias de manière globale, bon, c'est-à-dire à la fois les médias journalistiques, mais aussi le cinéma, se soient emparés en fait des récits de la fin des années 60, début des années 70, de manière
assez importante. On a tous en tête les images, en effet, des hippies américains dans la fin des années 70, l'usage de drogue, le LSD, le cannabis, etc. C'est quelque chose qui a marqué l'imaginaire populaire. Et je trouve, personnellement, en tout cas c'est mon avis, de manière mais même quasiment anecdotique, ce qui s'est passé dans les années 90. C'est-à-dire à la fois, en effet, le renouveau et la redynamisation de l'usage de drogue, toute la culture qui l'a accompagné, les free parties qui ont été et qui sont encore un mouvement culturel quand même assez majeur en termes de dynamique et qui perdure dans le temps et qui porte des choses politiques extrêmement importantes, extrêmement vivaces. Et ça n'a absolument pas ou très peu atteint le niveau médiatique. Très peu de récits mainstream ont été construits à partir de ce qui s'est passé dans les années 90. Pourquoi, à ton avis? Bah, deux choses. D'abord, il faut être clair. La génération H, donc je le disais, il y a ce côté hardcore. Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'en fait, on n'a pas vendu notre cul. En fait, aujourd'hui, pourquoi tu as plein de récits mythifiés des psychotropes ou de la génération des gens qui ont fait la fête dans les années 60, 70 ou 80? C'est juste parce qu'ils ont marchandisé en fait leur démarche. Ils en ont fait un business très lucratif et peut-être d'ailleurs qu'ils ont eu raison puisque voilà, ils vivent bien de ça. En tout cas, ils ont organisé une économie avec des relais qui fait que c'est très à la mode et c'est très à la mode, mais ça participe un petit peu c'était mieux avant, tu vois. En fait, je pense que la génération H dans les années 90, elle était insoumise, mais pas au sens politique mélanchoniste, elle était vraiment insoumise. Et en fait, quand je dis elle n'a pas vendu son cul, elle l'a pas fait. Et donc, il n'y a pas de médiatisation et de mise en valeur médiatique là-dessus. Et la preuve en est, c'est Génération H. Moi, quand j'ai sorti le bouquin a pu sortir parce qu'on s'est organisé pour qu'il sorte. Mais par exemple, la couverture qui revendique la consommation et l'état d'esprit de la Génération H, et il y a plein de gens qui m'ont expliqué que ça c'était impossible, que ça pouvait pas se faire, que tu vois, et qu'on pouvait pas parler de la drogue comme ça, et qu'on pouvait pas parler de plein de choses comme ça. Et d'ailleurs, quand il a été question d'adapter Génération H au cinéma, eh bien, ça confirme ce que je te disais. Les premières discussions, elles étaient autour de l'aseptisation du bouquin. Et donc, j'ai refusé, et donc, il n'y a pas de film, et donc, eh ben, on est invisibilisé. Ce que je voulais noter, c'est que justement ce refus de la gentrification de ce qui s'est passé dans les années 90 était déjà inscrit dès le début dans le mouvement, parce que moi j'ai souvenir qu'au niveau de la Free Party, c'était quelque chose qui structurait même le mouvement. C'est-à-dire que même l'idée de l'anonymat du DJ, par exemple, était quelque chose qui était en réaction à la starification des stars du rock dans les années 60. Et il y avait une sorte de Exactement, mépris. c'est anti-starification, tu as tout à fait raison. Et pour le coup, après, je dois être tout à fait honnête et donc aller au bout du raisonnement. L'insoumission et la subversion de la génération H, elle est tenue par des réseaux et des groupes que j'appelle des avant-gardes, dans le sens où ils sont réduits, ils sont mouvants, ils sont peu et pas identifiables. Et d'ailleurs, en ça, ils rejoignent beaucoup la voyoucratie, pour le coup. Et d'ailleurs, souvent, ils faisaient partie des deux. Donc là aussi, il y a ce côté-là qui posait un problème parce que c'est difficile, en tout cas, c'est plus difficile d'aller voir un DJ ou un artiste hardcore en free party ou en sound system et d'essayer de comprendre comment le faire rentrer dans la société de consommation alors qu'il lutte contre, que d'aller voir un mec qui est un peu plus âgé, un peu plus posé, qui a vécu dans les années 60-70, qui a besoin de faire un peu d'argent et qui va raconter ce que les médias ont envie d'entendre pour que ça passe à la télé et que puis on puisse se dire ah bah oui il a eu une jeunesse agitée, voilà, et que comme ça la ménagère de moins de 50 ans ou les ménagers de plus de 50 ans pour être autant féministe que masculiniste, si tu veux, eh bien ça leur permet tu sais, de vivre par procuration.
Or, le concept de Génération H, de la Free Party, comme du Sound System, c'était ce côté pirate, ce côté insoumis, ce côté subversif, qui finalement disparaît s'il doit y avoir une médiatisation. Et paradoxalement, tu vois, quand moi j'ai écrit le bouquin, je me suis vraiment posé la question de savoir si j'allais vraiment raconter comment on l'avait vécu le truc, ou si j'allais un peu obscurcir certaines parties. Et j'en ai parlé donc à tous les protagonistes. Et ce qu'il en est ressorti, c'était, voilà, je peux changer les noms et quelques lieux, mais la réalité, c'est que il faut pas changer l'état d'esprit. Parce que je trouve que ce qui est intéressant dans la quadrilogie, c'est l'état d'esprit. Beaucoup plus d'ailleurs que sur la prise de psychotropes. Pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est l'idée que on peut refuser la société de consommation, vivre différemment et petit à petit s'épanouir malgré nos abus. Et alors donc après la sortie de ton livre, tu as bénéficié dans un premier temps d'une couverture médiatique mainstream jusqu'à en fait une interview sur France Info. Bon, ça a duré 2 semaines, hein, la couverture mainstream, hein. D'accord, ok. Mais effectivement, on a été dans Libération très vite. D'accord. Donc il y a eu dans un premier temps, le message que tu passais à travers le livre a semblé recevable et diffusable dans le. En tout cas, puisque France Info t'a appelé, c'est que Ouais, mais carrément, mais tu vas voir, ça va te faire marrer, pourquoi? c'est un bon centre. Enfin, France Info est un bon maître étalon de la réceptivité médiatique d'un message. Tout à fait. Mais tout d'un coup, ça s'arrête. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Tout à fait. Le succès médiatique de Génération H qui a été éphémère, puisque en fait le bouquin sort de mémoire courant février, et on a très vite un papier dans Libé, mais c'est ça je disais, ça va te faire rire, c'est sur une incompréhension. Génération H est envoyé à la rédaction de Libération. Libération, à l'époque, fait un débat ou alimente le débat sur la légalisation. C'est l'époque des Cannabis Social Club, l'époque où le cirque revient un peu sur le devant de la scène, l'époque où voilà, il y a toutes ces, il y a cette proposition d'outing des consommateurs. Donc tu vois, il y a quand même un contexte à l'époque de pression pour la légalisation. Et moi, mon bouquin, il arrive par hasard, parce que comme je te l'ai dit, enfin, comme je l'ai expliqué, par ailleurs, je fais pas de politique au sens syndicaliste du terme. Et, euh, et quand ils reçoivent le bouquin il est tellement cash avec la couverture, et le quatrième de couve, elle est tellement cash, que si tu veux, les mecs se disent, waouh, qui a écrit ça? Et il se trouve que, à l'époque, je viens de devenir universitaire. Donc en fait, les mecs se retrouvent avec d'un côté le discours le plus radical posé sur la consommation de psychotropes en parlant d'une génération avec quelqu'un qui apparemment connaît son sujet. Et en même temps, le mec, donc moi, a la légitimité de l'institution, puisque on va pas pouvoir me dire que je parle de quelque chose qui désociabilise, puisque je fais partie visiblement dans l'organisation de la société d'une élite qui a fait des études, qui est insérée et qu'on vient voir régulièrement pour poser tout un tas de questions sur tout un tas de choses. Donc on peut pas, tu vois, donc je pense que Libération va chercher cette légitimité. A posteriori, je suis quasiment certain que le journaliste qui m'a interviewé n'avait pas lu le livre, parce que les livres, c'est long. Donc souvent, les journalistes, ils lisent pas les livres. Notamment le gars de France Info, qui avait lu, tu vois, quelques bribes, et en fait, lui, il avait trouvé ça très marrant. Mais pour le coup, là aussi, tu vois, c'était 2 semaines après le papier, le gros papier dans l'IB. On fait une demi-page. Et donc, sur France Info, j'ai pareil, un peu un coup de chance. Bernard Thomasson, qui à l'époque est le présentateur du 13h officiel, est malade ce jour-là. Et c'est son remplaçant qui m'interviewe. Et pour le coup, le remplaçant est jeune. Il adore la musique. Et en fait, il kiffe, mais vraiment, le début du livre, tu vois. Il se reconnaît et il se dit, ouais, mais c'est tellement original, on parle jamais de Free Party, quel dommage, etc., etc., tu vois. Et donc, le mec, peinture nature,
il commence l'interview, mais carrément, mais c'est génial, j'avais jamais lu de ce type de littérature en France et tout. Et donc le mec, c'est vrai, effectivement, prend pas un filtre en disant, oui, vous parlez quand même de gens qui abusent d'un point de vue sanitaire, ce qui est vrai par ailleurs, hein. Je remets pas en question le fait que les abus dont je parle sont pas dangereux pour la santé, hein. Comme je disais, on a des mecs de cette bande-là qui ont fini en HP, d'autres sont morts, d'autres en prison, donc je suis pas en train de parler d'un jeu, quoi, hein, que les choses soient claires. Là aussi, ça va à l'encontre de la vision qu'on a souvent de la génération H, genre les mecs qui sont pisses et tout. Moi, je parle de bandits, quoi. Je parle de mecs qui étaient des vrais rebelles de la société, pas des pseudo-rebelles de salon qui vont expliquer à la radio que oui, machin, bon. Bref. Et il se trouve aussi que, donc, à ce moment-là, pendant les 10 minutes de l'interview, moi je suis content, le mec me pose des questions et je lui dis bah ouais, top, écoute, je comprends pas moi non plus pourquoi les gens en parlaient pas, mais peut-être que c'était le destin que ce soit moi qui en parle. Et voilà, je parle de ça, du Teknival à Tarnos, de l'arrivée du mouvement Free Party, des sound systems qui se développent et effectivement de tous les abus qu'il y avait. L'interview se finit et là, apparemment, France Info, tu sais, à l'époque, il y avait les standards. Le standard explose et les mecs, en fait, ils nous balancent au CSA. Et 3 jours après ou quelques jours après, le CSA fait un rappel à l'ordre à France Info pour incitation à la consommation de psychotropes, comme si la précaution romanesque et littéraire n'était pas du tout intégrée à l'avertissement du CSA. Et c'est là en fait qu'est le problème, si tu veux. Le problème, c'est au-delà du discours, l'incapacité du système à accepter que des gens puissent vivre différemment et que par le prisme de l'art, on exprime ces différents modes de vie. Là, les mecs, ils ont pris ça au premier degré parce qu'il y a sûrement des auditeurs qui l'ont pris au premier degré et que ça leur fait pas plaisir de voir qu'il y avait des gens qui vivaient tous leurs fantasmes ou qui étaient heureux en fait de vivre leur vie d'abus, quoi. Et c'est vrai que c'était pas politiquement correct de dire que ou de raconter des gens dont la passion c'est la défonce. Un des soucis que personnellement je repère dans, on va dire, dans l'architecture médiatico-politico-juridique de la France sur le sujet de la drogue, c'est cette fameuse interdiction de présenter les stupéfiants sous un jour favorable. Ça, je trouve que c'est une aberration juridique. Ça devrait même être anticonstitutionnel, si, à mon avis, si on regardait ça précisément d'un point de vue juridique, parce que ça signifie qu'il est impossible de raconter en fait des expériences intéressantes sous psychotrope, globalement, si on tire à gros traits. Non? T'as pas l'air d'accord? Écoute, j'en ai beaucoup parlé avec Jean-Pierre Galland, parce que justement, comme je te dis, j'appartiens alors à une filiation intellectuelle dont tout le monde se fout, puisque on parle pas de nous. Mais en fait, on s'en fout aussi. Nous, on existe. Et donc, j'en ai beaucoup parlé avec lui, parce que quand il a vu Génération H débarquer... Juste rappelle-nous peut-être qui est Jean-Pierre Galland pour les auditeurs qui ne le connaîtront pas forcément. Ouais, tu fais bien de le dire. Donc, Jean-Pierre Galland, c'est l'un des leaders du cirque, une association qui s'est battue et qui se bat encore pour la légalisation. Et c'est un mec surtout qui a été un bon vivant, un hédoniste qui a consacré sa vie à l'herbe et à la ganja. Et de manière générale à la fête. Donc, si tu veux, c'est un mec qui a vendu énormément de livres avec un ouvrage culte qui s'appelle Fumée clandestine. Et pour le coup, Fumée clandestine a eu un gros succès de librairie. Et puis, les députés ou le gouvernement, je sais plus, s'en sont occupés pour le faire sortir des librairies. Mais bon, ils en avaient vendu beaucoup, quoi. Et donc, pourquoi je me permets de t'interrompre sur ça, c'est que avec Jean-Pierre, je lui disais, je pense pas qu'en fait, on puisse pas exprimer un point de vue sur la consommation de psychotropes dans la mesure où il est romanesque, puisque pour le coup, Génération H, s'il a été attaqué par le CSA, c'est parce que soit ils n'ont pas écouté l'entretien, soit ils ont estimé que le journaliste n'avait pas mis et n'avait pas bordé l'entretien en disant
attention, on est en train de parler d'un roman. Ce que par ailleurs, je t'ai dit, tous les éléments de Génération H sont autobiographiques, mais après, il y a un travail littéraire. Voilà, je ne suis pas en train d'écrire un article scientifique où je fais pas de la propagande politique et tout. Il y a une histoire, il y a des histoires. Voilà, on m'a aussi reproché de parler beaucoup de cul. Bon, ben, effectivement, le- j'ai raconté le quotidien d'une génération de jeunes, quoi. Donc, naturellement, quand tu es jeune, il n'y a pas beaucoup de choses qui te passionnent, quoi. Et effectivement, la fête, les psychotroques et les fesses, ça fait partie des principaux sujets qui nous intéressent. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'aujourd'hui, tu peux écrire des livres qui parlent de ça. En revanche, là où il y a une limite, une sorte de mur invisible, si tu veux, c'est que l'intelligentsia ou le monde intellectuel mainstream, les médias mainstream, considèrent n'autorisent pas les gens qui viennent de ces milieux-là et qui sont réels, qui ont une crédibilité, ils ne les autorisent pas à raconter ça et à avoir le même éclairage que d'autres pourraient avoir. Ça pour une raison ou deux. Moi, j'en vois au moins deux. La première raison, c'est que on n'appartient pas au sérail. Le mouvement Free Party, il y a eu des Parisiens évidemment. Il y a eu des centres système à Paris, mais on va dire que le milieu médiatico-bourgeois qui consomme des psychotroques, si tu veux, moi je vais te raconter une petite anecdote. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais une vingtaine d'années. Il y a des mecs que je rencontrais qui avaient 25-30 ans et qui étaient genre paradés dans tout Paris en disant que c'était des gros mecs, des gros bangers de la drogue. Ils n'avaient pas vécu en 10 ans ce que nous on avait vécu en un mois. Et ils étaient là à parader, genre ouais, c'était des mecs, des fous, tu vois, c'était des gens, et vraiment ils se paradaient là-dessus. Donc c'était, quand je te parle de gens qui, c'est une question aussi de mode, il y a des gens qui aussi sont à la mode et d'autres non. Et on va dire que les punks à chiens rebelles ou les mecs qui vivaient réellement l'insoumission, donc pas dans le 6e arrondissement de Paris, bah ces gens-là n'en avaient rien à foutre de Télérama, des Inrock ou de qui que ce soit. Et peut-être que c'est ça qui fait que ça n'a pas correspondu au truc. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut parler de psychotropes. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a une sorte de limite invisible. Voilà, tu vois là en fait les 10 ans de Génération H. Je pense que sur un roman de ce type-là, quand on a vendu plus de 60 000, on va dire, ok, on peut ne pas aimer le style ou machin ou l'histoire, mais c'est, on va dire, un phénomène littéraire qui est notable. Tu vois, surtout par rapport au public concerné. Ben, les gens, ça n'intéresse pas, ça ne fait pas partie des centres d'intérêt de la presse mainstream ou des médias mainstream. Alexandre Grondeau disait que les 4 tomes de Génération H se sont vendus à plus de 60 000 exemplaires, ce qui est énorme pour un roman publié par une petite maison d'édition indépendante. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez soutenir Substance si vous le souhaitez grâce à la page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Dans le prochain épisode, vous entendrez comment, paradoxalement, le rejet médiatique de Génération H a concouru à son succès à l'intérieur même de l'univers qu'il décrit. D'ici là, portez-vous bien.